Alors vous aimez les petits processeurs pas très chers mais efficaces? Eh ben c'est pas la bonne vidéo que vous êtes en train de regarder, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à l'i9 14900K et une carte mère de chez MSI. Allons-y, c'est parti. Alors le 14900K, bon j'arrive un petit peu après la gare, puisque le processeur est sorti depuis environ 2 mois, mais en réalité c'est le premier i9 ever qui me tombe sous la main après toutes ces années, donc merci d'ailleurs à MSI de m'avoir prêté ce processeur ainsi que la carte mère Z790 Tomahawk Max dont on va parler également. Pas de sponsor, de partenariat commercial ici, on m'a juste prêté le matos pour que je puisse le tester, et on m'a rien imposé du tout en retour, donc on va regarder un petit peu tout ça. Mais pour revenir au 14900K et la génération 14 de chez Intel, la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un simple refresh sur la quasi-totalité de la gamme. Absolument rien ne change au niveau de l'architecture, ce qui veut dire qu'entre le 13900K et le 14900K, la seule différence, ce sont les fréquences qui sont plus élevées de 200 MHz environ en boost, et c'est quasiment la même chose sur toute la gamme, en dehors du 14700K, qui a eu le droit, lui, à 4 petits corps en prime. Pourquoi lui et pas les autres ? Les mystères de cette nouvelle génération. Donc oui, la Gen 14, c'est un refresh de la Gen 13 qui était déjà un refresh de la génération 12, mais la Gen 13, je dirais, elle avait au moins le mérite d'apporter des changements. On avait un petit peu plus de cache L2 et cache L3, on avait aussi eu un doublement des e-core sur quasiment toute la gamme, et ça en avait fait un refresh plutôt sympathique, avec de vrais gains en jeu grâce aux caches supplémentaires, et en applicatif, les petits corps supplémentaires pouvaient avoir un bel impact également. Ça, plus des fréquences en hausse sur toute la gamme, c'est vrai que la Gen 13, d'un point de vue performance, c'était plutôt sympathique vis-à-vis de la génération 12. Mais pour cette génération 14, malheureusement, on est bien loin de tout ça. Ici, on reprend juste les mêmes et on recommence avec 200 MHz en plus. Et du coup, pourquoi Intel agit de la sorte? Alors ça semble être en grande partie dû à l'annulation de Meteor Lake S, qui est le nom de code de la puce qui devait être la vraie génération 14. Meteor Lake, c'était une toute nouvelle architecture sur un nouveau process de fabrication, et si tout s'était passé comme prévu, on aurait eu une toute nouvelle plateforme, des nouveaux chipsets, des nouvelles cartes mères et tout ça. Mais quand on voit, je dirais, comment la variante de Meteor Lake pour PC portable qui vient de sortir se comporte, c'est vrai qu'on peut quand même supposer que la version pour PC de bureau était peut-être tout simplement pas suffisamment intéressante pour concurrencer les gammes actuelles de chez Intel, que ce soit celle d'Intel ou même celle d'AMD. Peut-être dû à un process de fabrication encore trop jeune, ce qui impliquait peut-être des fréquences insuffisamment élevées pour pouvoir concurrencer le Raptor Lake actuel. Ce qui est moins un souci en réalité sur PC portable, puisque là on va plus viser l'efficacité énergétique que sur les PC de bureau. Mais bon, de ce qu'on en a vu sur les PC portables, c'est vrai que du côté de l'efficacité énergétique, ça a pas l'air non plus franchement incroyable. Donc du coup, c'est pas vraiment hyper surprenant, je trouve, que la gamme PC de bureau ait tout simplement été annulée. Et comme Intel aime malgré tout sortir une nouvelle génération de processeurs tous les ans, peut-être parce que c'est intéressant d'un point de vue marketing, et peut-être aussi pour les partenaires, ça leur permet de mettre des nouveaux produits entre guillemets sur le marché, il fallait faire un choix du coup, et Intel a choisi de faire uniquement un simple refresh plutôt que de sortir une nouvelle génération décevante. Bon alors en soi c'est pas vraiment nouveau, je dirais que des refreshs, Intel nous en a déjà fait pas mal de fois par le passé, mais c'est quand même assez rare que ce soit des refreshs aussi basiques malgré tout. Ici, c'est vraiment juste un ravalement de façade. Par contre, c'est vrai que dans les slides de lancement de la génération 14, Intel avait mis en avant deux choses qui, je trouve, sont quand même assez borderline. On avait déjà ce slide-là qui laisse à penser que le contrôleur mémoire de leur nouveau processeur serait meilleur qu'avant, puisque si on regarde ici, Intel nous fait miroiter de l'overclocking de la DDR5 à plus de 8000 mégatransferts, et donc quand on voit ce slide-là, on est tenté de penser que le contrôleur mémoire est meilleur qu'avant, vu les mots qui ont été choisis. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Le contrôleur mémoire reste ici identique à celui de la génération 13, et il n'y a aucune facilité supplémentaire pour atteindre les 8000 mégatransferts avec votre DDR5 sur la Gen 14 que sur la génération 13. Donc c'est toujours très compliqué d'y arriver, puisque que ce soit sur la Gen 13 ou 14, pour avoir le plus de chances d'avoir un système stable avec un XMP autour des 8000 mégatransferts, il faudra à la fois choisir des cartes mères bien spécifiques, et souvent très chères, avec uniquement 2 emplacements de RAM, et en plus il y a un côté aléatoire au niveau des processeurs eux-mêmes, puisque certains encaissent mieux l'overclocking de la RAM que d'autres, selon la qualité du contrôleur mémoire, qui varie d'une puce à l'autre. Car oui, c'est bien d'overclocking de RAM dont on parle ici, et c'est derrière ça en fait que les fabricants de RAM, de cartes mères et de processeurs se cachent un petit peu, tout en tentant de refourguer du matos un petit peu plus coûteux aux clients, puisque oui, activer le XMP et l'Expo dans le BIOS, c'est considéré comme de l'overclocking, donc il n'y a absolument aucune garantie que ça va fonctionner.
quand vous achetez un kit de RAM qui est vendu comme 7200 mégatransferts, ça veut juste dire que le fabricant de la RAM vous garantit que celui-ci peut fonctionner à ce taux de transfert-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que votre carte mère ou votre processeur en sont capables. Et même s'il y a certains combos de processeurs carte mère et de RAM qui ont une forte probabilité de fonctionner ensemble, on va dire, ça reste malgré tout de l'overclocking, et ça pourrait tout à fait ne pas fonctionner chez vous, alors que ça fonctionne chez la majorité des autres utilisateurs. J'ai fait d'ailleurs quelques tests là-dessus, puisque j'avais 2 cartes mères et 4 processeurs de génération 14 sous la main, un 14900K et 3 14700K, et bien aucun de ces 4 processeurs sur les 2 cartes mères n'était stable sur le XMP à 7200 mégatransferts. Alors peut-être que certains l'auraient été en modifiant certains voltages et timing, mais dans ce cas-là on n'est plus juste sur le XMP, et tout le monde n'est pas forcément capable, ou ni a envie de faire ce type de réglage dans le BIOS. Donc déjà là, on est bien loin des plus de 8000 mégatransferts provenant de la communication d'Intel. Et pour quelqu'un qui souhaite juste utiliser le XMP, je conseillerais de ne pas dépasser les kits en 6400 mégatransferts, qui ont quand même beaucoup plus de chances de fonctionner sans prise de tête, tout en gardant à l'esprit que là aussi en fait, ça pourrait ne pas fonctionner non plus si vous n'avez pas de bol. Puisqu'au final, la seule chose qui est garantie de fonctionner sur la RAM, avec votre plateforme, c'est ce qui est indiqué sur le site d'Intel, à savoir 5600 mégatransferts en DDR5 et 3200 pour la DDR4. L'autre feature qui a été mise en avant lors de cette présentation-là, c'est le Intel Application Optimization, l'APO, qui semble être une technologie software qui permet de mieux dispatcher les tâches et offrirait donc de meilleures performances en gaming. Alors dans l'idée, pourquoi pas, je dirais même que c'est plutôt cool. Sur les 2 jeux avec le support de la techno, effectivement, il y a un gain de performance selon les tests qui sont déjà parus, sauf que ça ne fonctionne que sur 2 jeux. Pas d'annonce de support d'auto-titre pour la suite jusqu'ici, pas de nouvelles depuis la sortie, c'est le vide total de ce point de vue-là. On a vraiment juste l'impression que la technologie a été annoncée pour dire qu'elle soit là par Intel, sans réel plan pour la suite, ce qui est quand même plutôt dommage, car clairement, il semble y avoir un petit potentiel quand même. Et l'autre gros problème avec cette nouvelle techno, c'est que c'est restreint uniquement aux seules générations 14, qui sont pourtant complètement identiques aux générations 13, ce qui n'a absolument aucun sens. Techniquement parlant, il n'y a absolument rien qui empêcherait cette technologie de fonctionner sur la génération 13, voire même sur la génération 12. Donc là aussi, c'est quand même un petit peu dommage, ça donne le sentiment que cette technologie-là est là juste pour laisser le doute sur le fait que plus de titres en profiteront plus tard, et pour donner un avantage fictif à cette nouvelle génération vis-à-vis des anciennes. Et personnellement, je trouve qu'Intel aurait plus à y gagner à pousser la chose pour que ça fonctionne sur tous leurs processeurs LGA 1700, ça donnerait un boost de performance global, et ça donnerait plus de valeur à leurs processeurs auprès des joueurs. Là, on a juste l'impression d'avoir vu un argument marketing passer comme une étoile filante, pour ne plus jamais revenir. Après on verra bien, j'espère que d'autres jeux bénéficieront de la techno, mais il n'y a rien de sûr, puisqu'on nous a absolument rien dit sur le sujet. Enfin bref, on va maintenant aller voir ce que ça donne du côté des performances, et pour faire ça, comme je le disais au début de la vidéo, MSI m'a prêté à la fois le processeur et une carte mère afin de faire des tests, et ce qui était intéressant ici, c'est que ça m'a permis de comparer 2 cartes mères en Z790 de marques différentes et de gammes différentes, pour voir s'il y avait des différences sur la consommation, sur les performances ou ce genre de trucs là. La carte mère en question, alors c'est une Z790 Tomahawk Max Wi-Fi, alors on m'avait laissé le choix entre plusieurs cartes. Bon, j'ai choisi de prendre la moins chère, puisque c'était déjà une carte relativement coûteuse, puisque la Tomahawk, on la trouve aux alentours des 330, 340, voire même plus que ça dans le commerce. Moi, d'ordinaire, je me dirige plus vers des cartes type Z600 ou 790A Pro, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, ou encore cette Z790 UD-AX de chez Gigabyte, que j'utilise d'habitude pour faire mes tests. Du coup, qu'est-ce qu'on a de plus pour la différence de prix? Alors, d'un pur point de vue performance, ça ne change absolument rien. Mes 2 cartes en Z790 se comportaient exactement de la même façon. J'ai fait quelques tests en jeu et en benchmark synthétique, et on est sur la marge d'erreur au niveau de la différence de performance. Au niveau de la consommation, là aussi, pas de différence énorme. Par contre, d'un point de vue connectique, c'est plus là où la Tomahawk est mieux fournie, puisque par exemple sur le panneau arrière, tous les ports USB sont en 3.2 Gen 1 ou 2, et on a aussi 2 ports USB-C. Comparativement, la Z690A Pro et la Z790 UD-AX, elles ont beaucoup moins de ports USB génération 3 et un seul type C. Sur l'arrière de la carte, on a aussi 2 boutons, un pour le Clear CMOS, donc pour reset les paramètres du BIOS, et un bouton pour le flashback pour pouvoir flasher le BIOS sans processeur. Pour les ports M2, sur la Tomahawk, on retrouve 4 ports M2 avec support des SSD PCI Express 5.0 sur un port, mais attention, il y a des limitations sur la bande passante des slots PCI Express. Pareil, 2 des 8 slots SATA sont désactivés si vous mettez un M2 sur le slot 3. Donc bon, on peut pas bourrer la carte mère sur tous les slots niveau stockage, donc
Lisez bien les documents de votre carte mère ou d'une carte mère qui vous intéresse sur le sujet, si vous avez beaucoup de SSD, si vous avez beaucoup de stockage, car souvent il y a des petits trucs comme ça qui font qu'on ne peut pas utiliser du stockage sur tous les ports disponibles physiquement sur une carte mère. Et puis sinon, la grosse nouveauté principale de ce refresh de la Z790 Tomahawk, c'est le support du Wi-Fi 7. Donc effectivement, si vous avez une installation Wi-Fi 7, ça peut valoir le coup de partir là-dessus. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à redire non plus, hein. Pas de souci au niveau des performances, au niveau du look, on aimera ou pas par exemple les accents verts sur la carte mère. Le bundle c'est du classique. Par contre, c'est vrai que j'avais apprécié d'avoir la petite clé USB fournie avec différentes versions du BIOS et de driver. C'est vrai que ça peut dépanner. Au niveau du BIOS lui-même, j'aime bien le fait que le BIOS MSI demande quel type de refroidissement est utilisé, puisque ça influe sur la consommation et sur la limite de conso du processeur. Et avec les derniers processeurs Intel, c'est plutôt une bonne chose. Le Memory Try-It, c'est aussi une plutôt bonne feature qui permet parfois de faire tenir certains timings mieux que le XMP ou d'autres réglages type de RAM. Et c'est clairement une des features que j'aimerais bien retrouver chez les autres fabricants aussi. Donc bref, personnellement, je me dirigerai malgré tout toujours plus vers des cartes mères moins chères, tout simplement parce que j'ai pas besoin, par exemple, du Wi-Fi 7 ou du Wi-Fi tout court, ni d'autant de ports USB 3, et donc pour moi c'est plus intéressant d'économiser de l'argent, mais ça je dirais ce sont mes propres besoins. Si certaines features vous paraissent indispensables, ou si le look vous plaît évidemment, vous achetez la carte mère qui vous plaît le plus, même si c'est un petit peu plus cher, ça dépend, comme bien souvent, de ce que vous allez en faire. Et allons voir maintenant ce que ça va donner en jeu. Alors j'ai modifié mon protocole de test, ici on est sur une douzaine de titres, dans l'ensemble plus récent qu'avant. Je précise vite fait que j'ai rencontré des soucis avec Windows 11 et ma plateforme M4, à savoir que la toute dernière version de Windows 11, la 23H3 je pense, donnait des performances parfois bien moins bonnes que l'ordinaire, et pourtant c'était une installation propre, donc je sais pas si c'est un problème répandu, ou si c'est de la faute à pas de chance avec cette config là. Mais sur certains titres, par exemple le 5800 X3D particulièrement, perdait jusqu'à 30 voire 35% de performance, et on avait environ 15% de performance en moins en moyenne pour mes processeurs AM4, donc bravo Microsoft. En revenant sur une ancienne version de Windows, ça tournait beaucoup mieux, j'avais plus le problème, donc au cas où, si jamais, si vous avez l'impression d'avoir perdu en performance sous Windows 11 dernièrement, c'est peut-être pas juste une simple impression en fait. Du coup, pour toutes mes plateformes et pour tous mes tests, je suis revenu sur Windows 11 22H2 et non pas la 23H2 qui posait problème sur la M4. Sur les autres plateformes, j'ai pas noté de problème particulier, mais il y en avait peut-être quand même, mais j'ai préféré tout mettre sur la même version de Windows pour dire que ce soit pareil sur les trois plateformes. Alors on commence avec Assassin's Creed Mirage. Bon, ce qu'on peut noter, c'est que là, le 7800 X3D arrive en première position d'une courte tête, on va dire, devant le 14900K. Il n'y a pas énormément d'écart, et ça joue principalement en 1080p, en 1440 et en 4K, on est quasiment à égalité. On note aussi que le 5800 X3D et le 13600K sont en réalité assez proches du 14900K ici. C'est derrière, mais c'est vraiment pas de beaucoup. Pour Avatar Frontiers of Pandora maintenant, alors ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le 14900K qui arrive en première position, que ce soit sur l'Average ou sur les 1%. Le 7800 X3D est un petit cran derrière, mais bon, globalement c'est plus ou moins la même expérience de jeu. Pareil pour le 13600K et le Ryzen 7600 qui se débrouillent sur ce jeu-là un petit peu mieux que le 5800 X3D. Pour Baldur's Gate 3 ensuite, alors c'est un jeu très demandeur point de vue processeur. Là on voit que le X3D, ça semble quand même apporter un gain de performance par rapport au processeur non X3D. On voit aussi que le 14900K est un cran en dessous par rapport au 7800 X3D, mais c'est principalement sur les performances en moyenne. On voit qu'au niveau des 1%, on est un petit peu derrière, mais c'est quasiment... Bon, on est quasiment à égalité ici, ça change vraiment pas grand chose. Comme d'habitude, on voit que le 13600K et le 5800 X3D sont un petit cran en dessous, mais rien de dramatique non plus. Je dirais que c'est plus les plus petits processeurs qui galèrent un petit peu, principalement par exemple le Ryzen 3600, qui là a un petit peu de mal à dépasser les 40 FPS au niveau des 1%, mais c'est aussi un petit peu le cas extrême sur Baldur's Gate ici, dans un endroit où c'est vraiment très gourmand. On enchaîne avec Counter-Strike 2 en réglage compétitif. Ce que l'on peut noter ici, c'est que les processeurs avec X3D s'en sortent vraiment très bien par rapport aux processeurs non X3D, mais aussi avec les processeurs Intel qui sont un petit cran derrière, puisque là le 5800 X3D arrive très légèrement devant le 14900K, même si globalement c'est la même chose. Le 7800 X3D est un petit peu tout seul, principalement au niveau des 1%, il est quand même un bon cran au-dessus de tous les autres. Sinon, comme d'habitude, on voit que le 13600K est derrière le 14900K, mais c'est pas très loin derrière non plus, et on voit que même le Ryzen 3600, qui est le processeur le plus faible de ce panel de test, arrive quand même à sortir
plus de 150 FPS la plupart du temps, même sur les 1%. On passe sur Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Alors, c'est intéressant puisque, à la base, avant le patch 2.0, c'était un jeu où les processeurs Intel dominaient la plupart du temps, mais c'est vrai que depuis que l'extension est sortie avec le dernier patch, ça a fixé un des problèmes d'utilisation de processeurs avec les Ryzen, donc les processeurs sont plus sollicités, mais le jeu tourne mieux également, ce qui permet au 7800X3D de passer maintenant devant même le 14900K. Malgré tout, pour avoir cette différence, faut jouer en 1080p, puisqu'on voit qu'à partir du 1440p, c'est la carte graphique qui va bloquer plus qu'autre chose. On note aussi que le X3D, ça semble vraiment apporter un gain de performance par rapport au processeur non X3D, puisqu'on voit que le Ryzen 7600 est quand même un bon cran derrière le 5800 X3D ici, et on voit que le 13600K, comme d'habitude, se défend vraiment très bien lui aussi. Pour Final Fantasy XIV, pas grand chose à dire ici, si ce n'est que c'est un jeu où on voit qu'on a beaucoup de FPS au niveau de la moyenne, et des 1% quand même relativement bas. Donc c'est plus ça qu'il est intéressant d'observer, et là on peut voir que le 7800 X3D arrive premier, mais c'est pas non plus une avance absolument délirante. On voit que le 5800 X3D et le 14900K sur les 1% font plus ou moins jeu égal aussi. On voit que le 13600K comme d'habitude est un petit cran derrière, mais rien de dramatique. Bon, c'est du classement plutôt classique jusqu'ici. On passe ensuite sur Fortnite Battle Royale, avec les settings compétitifs là aussi. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que très clairement, le 7800 X3D est devant tous les autres avec une avance quand même très confortable, que ce soit sur les 1% ou sur les FPS en moyenne. Et là, on voit que le 14900K, c'est un petit peu comme sur Counter-Strike 2, fait plus ou moins jeu égal avec le 5800 X3D. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, ça reste d'excellentes performances, mais c'est vrai que là, le 7800 X3D est au-dessus de tous les autres. Et c'est vrai que là où sur Counter-Strike 2, le Ryzen 3600 arrivait à plus de 150 FPS de moyenne, même sur les 1%, on voit que sur Fortnite, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on enchaîne avec Hogwarts Legacy. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un jeu traditionnellement qui favorise les processeurs Intel, et ça se ressent ici encore, puisque là c'est le 14900K qui arrive premier, que ce soit sur les 1% ou sur la moyenne, même si sur la moyenne c'est, je dirais, une courte tête, et c'est principalement en 1080p que la différence se fait. Donc bon, dans l'ensemble, très bonne performance pour la plupart des processeurs. Même si ici on voit que le 5800 X3D est pas spécialement à l'aise, moins que dans d'autres titres, puisque là on voit que le Ryzen 7600 est à peine derrière, et on voit que le 13600K s'en sort plutôt bien aussi. Alors on passe sur Flight Simulator. Fait important à souligner, c'est que le 5800 X3D semble moins performant qu'avant sur le titre, puisque j'ai pas changé ma scène de test ou quoi que ce soit. Avant on avait un petit peu plus de performance quand même, puisqu'on était plus aux alentours des 120 FPS. Donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau des patchs? Ce genre de truc depuis, je sais pas trop, mais en tout cas les performances sont moins bonnes qu'avant. Donc le 5800 X3D ici arrive plus ou moins au même niveau de performance que le 14900K, ça reste de très bonnes performances malgré tout, puisqu'il y a uniquement le 7800 X3D qui arrive à faire mieux. Et c'est vrai que comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est vrai qu'au niveau des jeux de simulation, souvent les processeurs X3D s'en sortent vraiment très bien. Là, c'est encore une fois le cas pour le 7800 X3D, et même le 5800 X3D par rapport au Ryzen 5600, on voit qu'on a quand même un joli gain de performance. On passe sur Yakuza Like a Dragon Gaiden. Bon, j'aime bien la série des Yakuza, du coup j'aime bien les tester. En plus, on est toujours sur le Dragon Engine ici, c'est un moteur un petit peu à part. Et ce qu'on peut noter, c'est que le X3D semble quand même apporter un gain de performance plutôt sympatoche, puisque là, le 5800 X3D fait plus ou moins jeu égal avec le 14900K, et on retrouve le 7800 X3D un petit peu tout seul devant. Mais bon, on voit aussi que c'est un jeu qui semble apprécier les Ryzen, puisqu'on voit que le Ryzen 5600 par exemple s'en sort plutôt pas mal par rapport au processeur d'Intel. On enchaîne ensuite avec Ratchet & Clank Rift Apart. Bon, sur ce jeu-là, c'est très clairement plus ou moins la même chose entre le 14900K et le 7800 X3D, avec un avantage quand même sur les 1% pour le 7800 X3D sur le titre. Le 5800 X3D ici fait plus ou moins jeu égal avec le Ryzen 7600, et le 13600K comme d'habitude s'en sort plutôt pas mal lui aussi. On passe ensuite sur Remnant 2. Alors sur Remnant 2, c'est le 14900K qui mène la danse en 1080p et 1440p, avec un meilleur score au niveau des 1% et des performances en moyenne. On voit aussi que c'est un autre jeu où le Ryzen 7600 fait quasiment jeu égal avec le 5800 X3D. Le 13600K, comme d'habitude, s'en sort vraiment très convenablement lui aussi. On passe ensuite sur The Last of Us Part 1. C'est toujours un match très serré entre le 14900K et le 7800 X3D ici. On va dire que c'est globalement la même chose. On retrouve derrière le 13600K en deuxième position, avec le Ryzen 7600 et 5800 X3D quasiment à égalité ici encore. Par contre, un processeur qui dénote un petit peu par rapport à d'habitude, c'est l'i3 13100. On voit que sur ce jeu-là, il s'en sort un petit peu moins bien. Donc c'est probablement parce qu'il n'a que 4 corps 8 threads. C'est assez rare que ce soit limitant. Ici, ça lui fait perdre un petit peu de performance, principalement sur les 1%, où il est quand même significativement en dessous par rapport aux autres processeurs qui ont plus de corps.
Et enfin on termine avec Starfield. Alors Starfield c'est intéressant aussi parce que à la base c'était un jeu qui favorisait beaucoup les processeurs Intel, mais c'est vrai que depuis qu'il a été patché il n'y a pas très longtemps, ben, les processeurs d'AMD maintenant sont plus ou moins au même niveau, tout du moins en ce qui concerne le 7800 X3D, qui fait ici ben, quasiment égalité avec le 14900K. On voit que le X3D apporte quand même pas mal de performance par rapport aux processeurs non X3D de chez AMD. On voit aussi que le 13600K s'en sort vraiment très bien là aussi. Et on voit aussi que c'est un jeu très gourmand point de vue processeur, puisque on voit que les performances sont quand même assez linéaires, même en 4K. Entre tous les processeurs, il n'y a pas tant d'écart que ça. Alors pour le récap des performances, bon c'est le 7800 X3D qui arrive en premier, suivi du 14900K. On voit aussi que le 5800 X3D et le 13600K sont plus ou moins à égalité, suivi du Ryzen 7600 qui s'en sort pas si mal que ça par rapport au 5800 X3D. C'est vrai que l'écart à l'heure actuelle est quand même un petit peu moins sévère, je dirais qu'à la sortie du Ryzen 7600, on voit que les derniers jeux, c'est un petit peu plus équilibré qu'avant. Malgré tout, je dirais le gros avantage des processeurs X3D, ben c'est vrai qu'il y a certains jeux qui en bénéficient énormément, et si c'est des jeux qui sont importants pour vous, ben c'est vrai que ces processeurs-là permettent quand même d'avoir un gain de performance assez important. Et c'est ça qui permet ben, au 7800 X3D de creuser l'écart avec le 14900K, puisque comme on l'a vu à plusieurs reprises, souvent les deux processeurs sont très proches, mais dans les jeux où le X3D apporte un gain de perf, ben c'est ça qui permet de marquer l'écart avec le processeur d'Intel. Mais c'est vrai que si on regarde le graphique tel quel, et quand on connaît les écarts de tarifs entre les différents processeurs, c'est vrai que le 14900K, d'un pur point de vue performance-prix, ça fait quand même un petit peu mal, hein, puisque le 13600K est derrière, c'est une certitude, mais c'est vrai qu'il est aussi quasiment à moitié prix, voire moins, selon les promotions qu'on peut trouver. Et on n'a clairement pas un x2 au niveau des performances, on est quand même bien loin de ça. Et c'est un petit peu pareil pour le 7800 X3D, il coûte à peu près moitié prix également par rapport au 14900K. Et c'est vrai que bon, au niveau des performances, on est soit à égalité en jeu, soit quand même un petit cran au-dessus quand le 3DV cache fonctionne bien, et ça fait quand même un petit peu mal. Par contre, s'il y a bien un domaine où le 14900K gagne sur tous les autres, c'est bien au niveau de la consommation, puisque au niveau de la consommation en jeu, on voit qu'en moyenne, on tourne aux alentours des 155 watts, et c'est vrai qu'en pic de consommation, on est quasiment à 200 watts, ce qui est quand même assez énorme, puisqu'on est à quasiment x2 par rapport au 13600K, et par rapport au 7800 X3D, on est à plus de x2 au niveau des écarts, ce qui est quand même assez massif. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité énergétique, le 14900K est quand même très mauvais en charge, même en gaming, puisque le 13600K, comme on l'a vu juste avant, est à peine derrière en moyenne, et on est quasiment à une consommation divisée par 2. Donc le 14900K est très clairement poussé plus haut qu'il ne devrait pour essayer de gratter le moindre pourcent de performance en plus. Alors j'ai aussi voulu voir ce que ça donnait sur Cinebench R24 au niveau de la consommation, et c'est vrai que là, c'est quand même assez compliqué. Bon, ce qui est intéressant de ce qu'on peut observer ici, j'ai pas testé tous les processeurs, mais c'est surtout de voir qu'entre la carte mère de chez MSI et la carte mère de chez Gigabyte, au niveau de la consommation, on a 1 watt d'écart au niveau de la moyenne, ce qui est absolument ridicule à la prise, c'est exactement la même chose, puisque là c'est la consommation à la prise. Au niveau des performances par contre, on a un léger mieux sur la carte mère MSI, mais on est quasiment sur la marge d'erreur, que ce soit au niveau de la conso ou des performances. C'est vrai que la carte mère MSI fait ici très légèrement mieux, mais ça c'est uniquement en multithreading quand tous les corps vont tourner à fond de balle. Malgré tout, une consommation système de 430 watts à la prise, c'est quand même assez violent, puisque là c'est uniquement le processeur, la carte graphique ici fait quasiment rien. Bon alors après très clairement, le 14900K met une raclée à tout le monde au niveau des performances en multithreading par rapport au 13600K ou au 7800 X3D, mais c'est vrai que la consommation, elle est aussi quand même assez violente. Alors au final, que retenir pour ce 14900K? Déjà c'est qu'au niveau des performances, c'est très bon, il n'y a rien à redire de ce point de vue-là. Dans pas mal de jeux, on est soit légèrement au-dessus, voire très légèrement en dessous du 7800 X3D, à quelques pourcents près, on est quasiment à la marge d'erreur la plupart du temps. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi certains titres où le X3D met clairement un taquet au 14900K, et c'est plus ou moins ça le problème en fait, c'est que quand le 14900 gagne, c'est souvent d'une courte tête, mais quand c'est le 7800 X3D qui gagne, c'est souvent quand même avec une marge assez importante. Mais bon, au final, il n'y a rien de vraiment dramatique ou problématique non plus. D'un pur point de vue gaming, Intel est toujours très compétitif, et il n'y a pas de souci majeur point de vue performance ici. C'est juste que dans les jeux où le X3D permet d'apporter beaucoup de performance, ça donne clairement un avantage certain au 7800 X3D. Et comme d'habitude, pour pouvoir voir cette différence de performance, la plupart du temps, il faudra être en 1080p avec une 4090,
puisqu'en 1440p, les écarts se resserrent déjà pas mal, et en 4K, la plupart des processeurs sont quasiment à égalité, puisque là, c'est la 4090 qui va bloquer, au niveau des performances, la plupart du temps, plus que les processeurs eux-mêmes. Et autre point important également, on a pu le voir aussi, c'est qu'au niveau des 1%, les écarts sont aussi globalement bien plus minces que sur la moyenne des FPS dans pas mal de jeux. Alors après, on sait aussi qu'en applicatif, le 14900K est très bon aussi, et pour une utilisation mixte type jouer et streamer, oui, c'est clairement un des meilleurs. La vraie question c'est, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette puissance-là, d'autant de puissance quand un 13600K n'est pas si loin derrière, et sera tout aussi capable de faire cette utilisation mixte, et que les perfs en jeu sont vraiment aussi à peine un cran en dessous à stock. D'autant plus que le 13600K, lui, il peut encore s'overclocker, on a encore un petit peu de marge. Avec une carte mère adaptée, ça permet encore de rétrécir l'écart, et en plus de ça, il coûte bien moins cher. Donc d'un pur point de vue performance-prix, le 14900K, même sur la gamme Intel, pour du gaming principalement, il fait pas beaucoup sens en fait. Il faut vraiment avoir besoin de ces performances en applicatif, et majoritairement des applis multitrilés pour que ce soit pertinent. Je sais que certains achètent des i9 ou des i7 parce que ce sont des i9 ou des i7, mais il faut vraiment arrêter de réfléchir par segment et regarder d'un petit peu plus près. Sur les gammes actuelles de processeurs, ça ne sert quasiment à rien pour un joueur d'acheter les processeurs les plus chers en dehors de vouloir faire des batailles de zizi. Et bien évidemment, l'autre gros problème du 14900K, c'est sa consommation en charge. Sur de la gamme grand public, c'est clairement un des pires processeurs point de vue consommation et efficacité énergétique en charge. Alors, évidemment, d'un point de vue coût électrique, c'est assez anecdotique sur la longueur, d'autant plus qu'en jeu, il consomme beaucoup moins qu'en applicatif quand tous les corps tournent à fond de balle. Je dirais que le gros problème d'un processeur qui va consommer autant, c'est plus les à côté en fait, puisque pour accommoder le 14900K qui coûte déjà très cher de base, il faut en plus une carte mère assez solide du point de vue des VRM pour encaisser la charge quand le processeur va demander beaucoup. Donc ça tourne souvent dans les 230-250 € minimum pour les modèles en DDR5. Ensuite, il faut aussi un système de refroidissement adapté. Et ici, avec un water cooling de 280, ça throttle déjà direct, on va taper les 100 degrés en charge, et même avec un IO en 360, on fait pas beaucoup mieux que ça en fait. Donc si on couple le 14900K avec un gros GPU type 4090, il faut aussi une alim qui soit capable d'encaisser les deux en même temps, même si c'est assez rare, il y a des moments où ça arrivera. Par exemple, lors de la compilation de shader sur The Last of Us, à la prise, j'étais à plus de 600 watts de consommation, et pourtant la 4090 n'était pas franchement sollicitée. Donc même si la plupart du temps en jeu, le 14900K il va pas tourner à balle, il y aura des moments où ça arrivera, parce qu'il devra décompresser des données en fond de tâche ou d'autres trucs du genre, et si vous utilisez le processeur pour encoder et streamer en même temps, par exemple avec le processeur lui-même, là par contre ça va consommer à balle du côté du processeur et de la carte graphique aussi. Et c'est vrai que si on cumule tout ça, ça fait quand même grimper en flèche le coût de la plateforme, là où un 13600K ou un 7800X3D sont non seulement bien moins chers de base au niveau du processeur, mais en plus tous les à côté sont beaucoup plus économiques aussi, sans même parler, je dirais, des inconvénients type dégagement de chaleur. Je peux vous dire que j'avais pas froid en faisant les benches sur la plateforme avec la 4090 en parallèle. En plein été, ça doit être absolument horrible. Puisque c'est vrai qu'au niveau de la consommation, on a vu qu'en jeu, le 14900K c'était en dessous des 200 watts, mais si on compte 180 watts plus les 380 voire 400 watts de la 4090, on arrive souvent aux alentours des 500-600 watts de conso en jeu. 500-600 watts de conso, ça fait déjà un petit chauffage, ça chauffe quand même beaucoup. Alors évidemment, une solution, c'est de limiter la consommation max du processeur dans le BIOS, et on perd pas tant de performance que ça, principalement en gaming, ou encore mieux, avec un petit Thunderbolt, c'est vrai qu'on revient à quelque chose de bien plus raisonnable, mais c'est pas une manipulation que je dirais que tout le monde sait faire, ou se sent capable de faire, ou refaire, en cas de reset ou flash du BIOS par exemple, et vu que la plupart des fabricants de cartes mères vont régler ces processeurs-là à fond de balle par défaut, c'est vrai que c'est pas franchement idéal. Sinon la bonne nouvelle côté consommation, puisqu'il y en a une, c'est que là où en charge le 14900K consomme quand même de manière assez excessive, par contre en repos c'est significativement plus bas et c'est aussi plus économe que les processeurs AMD, donc
selon la manière dont vous allez utiliser votre PC, au final, hein, la plateforme Intel peut se montrer plus économique si vous êtes du genre à laisser le PC tourner H24 ou ce genre de truc. Et enfin, l'autre gros problème de la plateforme Intel actuelle, c'est que c'est tout simplement sa fin de vie. Il y a vraiment très peu de chances qu'Intel ressorte une nouvelle génération sur la plateforme actuelle, ou alors ce serait un refresh de refresh de refresh. Vu à quel point le 14900K est déjà poussé au maximum, ça paraît quand même difficile. Et c'est quand même une chose à prendre en considération actuellement, hein, puisqu'investir là dans du LGA 1700, ça veut dire qu'on n'aura rien de mieux sur sa plateforme. Là où chez AMD, c'est vrai que sur la M5 on devrait avoir à minima encore une autre génération, et on espère encore une deuxième derrière. Après, tout dépend aussi de la manière dont vous voyez le hardware en général. Si vous touchez à rien pendant 5 ans ou plus, ou que changer un processeur en cours de route, c'est pas votre truc, alors l'argument n'est pas vraiment important au final. Pareil, si vous avez une préférence pour une marque plutôt qu'une autre, alors évidemment, hein, le 14900K, ça reste un des tout meilleurs processeurs point de vue performance. Si vous êtes OK pour faire avec ces différents points faibles, c'est le processeur le plus performant d'Intel sur PC de bureau. Point. Mais c'est vrai aussi que d'un pur point de vue gaming, c'est quand même assez difficile d'ignorer le 7800X3D qui coûte quand même bien moins cher que ce soit le processeur lui-même, mais aussi les considérations au niveau refroidissement et alimentation et tout ça, puisqu'à l'inverse du 14900K, c'est un des processeurs les plus efficaces en sortie de boîte d'un point de vue consommation, et soit les perfs sont quasiment pareils, soit il y a un bon cran au-dessus en jeu, et en plus sur une plateforme plus évolutive, ça fait quand même un paquet d'arguments à mettre dans la balance, même si la plateforme M5 n'est pas non plus totalement exemple de défaut. Mais même sur la plateforme Intel actuelle, c'est vrai qu'un 13600 ou un 14600K pour un joueur offrira quasiment les mêmes performances pour bien moins cher, tout en restant là aussi très solide d'un point de vue applicatif, et ça, je dirais que c'est sans même parler du 14700K que l'on aura l'occasion de voir dans pas très longtemps. Donc oui, le 14900K c'est un processeur très performant, encore faut-il vraiment avoir besoin de ces performances en applicatif principalement pour qu'il ait un vrai intérêt. Donc bref, c'est vrai que c'est pas très étonnant que l'accueil de cette génération 14 n'ait pas été franchement très positif, puisque ça n'apporte concrètement rien de plus que la précédente. Après, est-ce que ça en fait de mauvais processeurs pour autant? Non, c'est des processeurs qui ont toujours les mêmes forces et faiblesses que la génération précédente, puisque ce sont les mêmes, et dans l'ensemble, ça reste encore plutôt compétitif dans le marché actuel. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, les trucs pénibles de YouTube, il y a aussi la page Ko-fi si vous voulez me soutenir directement, ça m'aide vraiment énormément. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!